Bienvenue de nouveau. C'est la deuxième partie donc de réflexion sur la loi du dimanche. Nous allons commencer par la prière. Notre Dieu aimant qui est dans les cieux, nous te remercions pour ces temps dans lesquels nous vivons. Nous te remercions pour la connaissance que tu nous as donnée jusqu'à présent. Et alors que nous nous réveillons face aux événements importants qui se passent en externe et également en interne, nous prions pour la sagesse d'en haut, afin que nous puissions naviguer correctement dans ces temps. Nous demandons que ta présence guide nos esprits et nos cœurs alors que nous discutons de ces sujets. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons brièvement revoir ce que nous avons fait hier. Nous avons commencé par examiner Acte 27 et la façon dont ces paraboles, ces lignes des deux navires, nous amènent à la loi du dimanche et représentent les États-Unis et l'adventisme, les deux institutions. Et nous avons particulièrement examiné et révisé les 276 âmes à bord du navire qui nous sont données dans Acte 27-37. Et comment ce nombre a été utilisé de plusieurs manières, de deux manières différentes, pour identifier les Lévites, mais également pour nous ramener à 273 avant Jésus-Christ. Et 273 avant Jésus-Christ était quand l'Égypte a envoyé des ambassadeurs à Rome, parce que Rome était arrivée sur la scène mondiale après avoir vaincu Pyrrhus dans les guerres pyrrhiques en 275. Et ensuite, en 272 avant Jésus-Christ, Rome envoie à son tour des ambassadeurs en Égypte. Nous notons que cette balise, c'est la loi du dimanche et le naufrage. Donc 272 avant Jésus-Christ, Rome envoie une délégation en Égypte. Nous notons que c'est la chute également de Tarente, la bataille d'Argos, Pyrrhus meurt, et nous avons Quintus Fabius Maximus Gurgis qui dirige cette délégation en Égypte cette même année. C'est son nom, Maximus Gurgis, qui identifie la loi du dimanche, l'inondation maximale. Et à partir de là, nous avons été dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse pour identifier certaines des caractéristiques du déluge. Nous avons noté 538, et le déluge de 538, c'était toutes les lois de Justinien, en particulier celles sur la loi du dimanche, au Conseil d'Orléans en 538, et comment le roi et le royaume sont passés à cette époque de l'Empire romain païen au Saint-Empire romain, d'un chef d'État à un théologien, ou ce que certains appellent le césaropapisme. Ensuite, nous sommes allés à la fin des 1260 années et nous avons noté la fin du déluge, le déluge à la fin, qui était donc la contre-révolution. Et ce déluge donc de doctrine, d'information et d'enseignement qui menaçait de balayer l'Église de Dieu. La seule solution pour l'Église, pour sa sécurité, était de changer de continent. Et la terre a aidé la femme, les États-Unis. Nous le notons que c'est la constitution des États-Unis, la constitution et la liberté religieuse qu'elle pouvait gagner dans le monde. Nous sommes ensuite revenus à Quintus Fabius Maximus Gorgias et avons noté que l'utilisation de la nomenclature romaine et la façon dont Fabius était une partie importante de son nom. C'est son nomen, c'est son nom de famille. Il identifie d'où il vient et l'autorité qu'il détient au sein de ce clan. Il était de la tribu Fabia, qui était une tribu très importante, qui a gouverné Rome pendant un certain temps. La signification de Fabius, c'est Fabii. Ils étaient donc des agriculteurs de fèves. Donc Faba, fèves, sont liés au vote et aux élections. Donc, à cause de ce nom, nous avons pu décider de nous pencher sur le droit de vote aux États-Unis, dans le pays glorieux. Nous allons donc reprendre là où nous sommes arrêtés hier. Et je vais juste aller au PowerPoint.
Donc nous avons commencé au milieu du Moyen Âge avec la Magna Carta. Comment ça, c'était l'aube des droits de l'homme qui a conduit ensuite à la période des Lumières. Et ce sont les idées et les philosophies des Lumières qui ont influencé la Révolution française et la Révolution américaine. Ok. Ensuite, on a remonté un peu, on est descendu un peu dans le temps, on a vu les documents importants, nous avons regardé la déclaration d'indépendance et la Constitution, comment il n'y a pas de droit de vote dans la Constitution, même si elle le mentionne 40 fois. Et nous avons appris que les pères fondateurs ont vraiment lutté par rapport à cette question. Comment en fait établir un pays où la règle de la majorité protégerait les droits des minorités. Et donc, par rapport à certaines concessions qu'ils ont dû faire avec les États pour ratifier la Constitution, les élections ont été laissées aux États eux-mêmes. Et si vous lisez certains des pères fondateurs, et c'est ce qu'on appelle leur pensée, en tout cas à l'époque, certains d'entre eux étaient très inquiets de ce que cela allait donner à l'avenir. Il était donc nécessaire d'apporter des amendements à la Constitution. Donc la Constitution a été en grande partie présente pour restreindre la démocratie. Parce que la démocratie pure peut être dangereuse. Elle mène à la loi du plus grand nombre, comme ça l'était le cas dans la Grèce antique. Donc il fallait d'imposer des restrictions à la démocratie et elles sont inscrites ainsi dans la Constitution. Des amendements ont donc été nécessaires. Nous avons regardé donc les droits civiques, la période de la guerre civile en 1863 et nous sommes allés jusqu'à la fin de la guerre civile et nous avons pu ainsi examiner les amendements qui ont été apportés après la guerre civile. Là, on a le 15e amendement qui stipule que le droit de vote des citoyens des États-Unis ne doit pas être refusé ou restreint par les États-Unis ou par tout État en raison de la race, de la couleur ou d'une condition antérieure de servitude. Et que le Congrès a le pouvoir de faire appliquer cet article au moyen d'une législation appropriée. Donc ça, c'est un amendement très important. Il donne le droit de vote à tout le monde, ou en tout cas aux hommes noirs, aux femmes et aux autres minorités. Et ceux qui ont entre 18 et 21 doivent encore se battre pour obtenir leur droit de vote. Mais il devait y avoir une vraie démocratie multiraciale dans le Sud pendant la reconstruction. Donc la reconstruction a commencé après la fin de la guerre civile avec l'idée de ramener le Sud dans l'Union. Donc, selon le 15e amendement, le Congrès a le pouvoir de faire appliquer cet article. Des troupes fédérales ont été envoyées dans le Sud pour aider à établir, à inscrire les gens sur les listes électorales et s'assurer que cet amendement serait bien promulgué et mis en place. Cependant, alors ça a été vraiment, par contre, une vraie période glorieuse pendant 10 ans. C'était vraiment un changement merveilleux. Le Sud a vraiment eu des changements spectaculaires. On voit des gouverneurs, des sénateurs noirs qui ont été élus pendant cette période. Mais la fin de la reconstruction a été marquée par le retrait des troupes fédérales des États du Sud, à la suite de ce qu'on appelle le compromis Hayes-Tilden de 1877. C'est ça qui va changer la donne pour les électeurs noirs des États du Sud. L'élection était très serrée. Ce qui s'est passé donc, c'est que le démocrate sudiste, Samuel Tilden a dit « Je ne contesterai pas les résultats, je cède la place au président républicain élu Rutherford B. Hayes à condition que vous retiriez les troupes fédérales du Sud. » Donc le Nord a dit « Ok, nous allons retirer les troupes fédérales.
si vous laissez Rutherford B. Hayes président. Donc ça, c'était le compromis. Mais le retrait des troupes fédérales a conduit à un climat de violence et d'intimidation à l'encontre des Noirs du Sud, ce qui a eu pour effet de réduire le nombre d'électeurs. Et après, il y a eu des fraudes flagrantes qui ont même annulé certains résultats électoraux légaux. Immédiatement après, donc, de 1888 jusqu'à 1908, tous les États du Sud ont commencé à adopter des lois Jim Crow. Et ces lois refusaient spécifiquement le droit de vote aux Noirs. Donc des États comme le Mississippi et l'Alabama ont commencé à adopter des mesures telles que des taxes de vote. Il fallait payer de l'argent pour voter, des tests d'alphabétisation, alors qu'il y avait tellement d'analphabétisme, des clauses d'antériorité. Avec une clause d'antériorité, peut-être que vous étiez pauvre et blanc. Donc, par exemple, vous ne pouviez pas voter la taxe de vote, mais si vous pouvez prouver que votre grand-père avait voté, alors vous pouviez voter. Alors, bien sûr, les Noirs, leurs grands-pères, ils étaient très probablement esclaves, donc ils ne votaient pas. Donc, les clauses d'antériorité ou les clauses de grand-père étaient donc très discriminatoires. Dans certains, pour s'inscrire sur les listes électorales, il fallait nommer les noms des 66 juges du comté pour pouvoir s'inscrire. Il y avait donc de vraies rétributions de violence et de fraude qui étaient présentes. Parce que certains États ne voulaient pas s'accorder, le Congrès a dû avoir la loi d'exécution de 1870 qui prévoyait donc des sanctions pénales si le Sud, les États du Sud, entravaient le droit de vote. Cependant, en 1875, la Cour suprême a déclaré « Non, en fait, vous n'avez pas le droit de faire ça. Les lois d'application sont inconstitutionnelles. » Et cela a privé le Congrès de faire appliquer le 15e amendement. Donc le Congrès est intervenu pour tenter de le faire respecter. La Cour suprême est venue et a dit non, c'est inconstitutionnel. Ce qui signifie en gros que les Afro-Américains ont été totalement exclus du système politique. Et il en sera ainsi jusqu'au mouvement des droits civiques. Donc à partir des années 1890, certains États ont modifié leur constitution et promulgué des lois prévoyant des taxes de vote, des tests d'alphabétisation, des clauses de grand-père, des primaires réservées aux Blancs. Il fallait présenter un certificat de bonne vie et mœurs, satisfaire à des exigences en matière de propriété, etc. En 1910, presque tous les citoyens noirs avaient été rayés des listes électorales des anciens États confédérés. Le rétablissement de ces droits nécessitera une lutte de 55 ans, car la Cour suprême ne cessera d'intervenir. Nous allons donc passer maintenant à 1920. Le 19e amendement là est adopté. Les femmes donc se sont battues pour obtenir le droit de vote. C'est le mouvement pour le suffrage. Il dure depuis plus d'un siècle. Et même si elles ont contribué à la fondation du pays et à l'essor de l'Ouest, il a fallu attendre la Première Guerre mondiale pour que ce droit devienne une réalité. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, les hommes se battaient et les femmes ont alors joué un rôle essentiel dans le soutien du pays. À la maison, elles sont occupées des emplois dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes et elles ont gagné beaucoup de respect aux yeux du pays. Donc à la fin de la guerre, les femmes ont pu obtenir le droit de vote. Premièrement, seulement les femmes blanches, puis l'amendement a été étendu à toutes les femmes. Donc 1920, le 19e amendement est ajouté à la Constitution. Maintenant, une suffragette. Alors, je vais me déplacer là. Une suffragette peut être un homme ou une femme qui croit à l'extension du droit de vote, également connu comme le nom du suffrage. Donc, un suffragiste, c'est quelqu'un qui veut étendre le droit de vote. Et d'où vient le mot suffrage ? Il vient d'un mot latin qui désigne des prières. Des prières prononcées après le décès d'une âme. N'oubliez pas que les haricots représentent également les âmes, les fèves représentent également les âmes des personnes décédées. C'est de là que vient le mot suffrage. Il s'agit de prières prononcées après le départ d'une âme. Et le mot a ensuite été élargi pour désigner le vote en faveur de quelqu'un, ou plutôt le vote en faveur de quelqu'un ou le privilège
le privilège ou le droit de voter en général. Mais dans son étymologie, sa racine, c'est la prière. Les prières d'intercession, en particulier pour les personnes décédées. Un autre mot que nous allons voir à plusieurs reprises, c'est enfranchisé. Les gens sont émancipés lorsqu'ils ont la liberté de voter et ils ne sont pas émancipés lorsqu'ils sont privés de leur droit de vote. Donc c'est un dictionnaire catholique. Les suffrages sont les prières prescrites ou promises pour des intentions spécifiques. Plus particulièrement, les suffrages sont les messes, les prières ou les actes de piété offerts pour le repos des âmes des fidèles défunts. Donc comme on l'a noté précédemment, le mois de novembre est dédié aux saintes âmes du purgatoire. C'est un mois de prière. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. C'est à vous on prie pour l'église triomphante, ceux qui sont au ciel. Le 2 novembre, c'est le jour de la Toussaint. On prie pour ceux qui sont au purgatoire, pour la souffrance. Et pour la Toussaint, c'est quand on plante les fèves. Alors, je ne vais pas lire ce document pour gagner du temps, mais c'est une brochure sur les suffragistes. Et c'est les 12 raisons pour lesquelles les femmes devraient voter. Donc si vous regardez un enregistrement, vous pourrez lire ces raisons qui sont très bonnes, même si on pourrait en reformuler certaines aujourd'hui, certainement. Certains ont un ton un peu légèrement patriarcal, mais sinon ce sont de 12 bonnes raisons. Nous avons également appris par le passé que le mot suffragette était péjoratif. Lorsqu'on ajoute et péjoratif, suffragette, à la fin d'un mot, il le rend plus petit que d'habitude. Donc il s'agissait donc d'un terme qui qualifiait les femmes d'inférieures. Il était utilisé par ceux qui s'opposaient au mouvement des suffragettes. Nous allons maintenant aller en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, et la Déclaration universelle des droits de l'homme. UDHR. 1948, après les événements traumatisants donc de la Seconde Guerre mondiale, des représentants des 50 États des Nations Unies se sont réunis pour dresser une liste de droits dont chacun devrait jouir dans le monde sous la direction d'Eleanor Roosevelt, alors première dame des États-Unis et femme politique, diplomate et militante à part entière. C'est alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme était née. C'est un document qui fait date dans l'histoire des droits de l'homme. Elle a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris le 10 décembre 1948 comme étant l'idéal commun à atteindre pour tous les hommes et toutes les nations. Elle énonce pour la première fois les droits fondamentaux de l'homme à protéger universellement et elle a été traduite dans plus de 500 langues. Elle est largement reconnue comme ayant inspiré et ouvert la voie à l'adoption de plus de 70 traités relatifs aux droits de l'homme appliqués aujourd'hui de manière permanente au niveau mondial et régional. Cette déclaration n'est pas un traité, donc elle ne crée pas non plus directement d'obligations légales pour les pays. Toutefois, elle exprime les valeurs fondamentales partagées par tous les membres de la communauté internationale. Donc elle a eu une influence profonde sur le développement du droit international des droits de l'homme. En 3 paragraphes concis, l'article 21 énonce certains des principes fondamentaux de la démocratie. La volonté. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a le droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité du gouvernement. Cette volonté s'exprime par des élections honnêtes qui ont lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret, suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Alors notez que cet article ne contient pas en fait le mot démocratie. En fait, le mot démocratie n'apparaît nulle part dans l'UDHR, à l'exception d'une référence qui concerne une société démocratique. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écrit démocratie ?
Parce que dans l'esprit de ces rédacteurs, ils avaient à l'esprit l'élection d'Adolf Hitler. Et il a été élu grâce à des processus démocratiques. Par la suite, il a rejeté ces mêmes processus qui constituaient le fondement de l'État démocratique. Donc au lieu de cela, il a mis en avant le Führerprinzip, ou principe du chef, fondé sur la philosophie selon laquelle les meilleurs, les plus forts et les plus brillants doivent gouverner les plus faibles et les moins purs. Un tel dirigeant exigeait une obéissance totale de la part de ses subordonnés, parce qu'il était au-dessus et donc pouvait ignorer totalement l'état de droit. Donc cela nous ramène à ce qu'on essayait de réaliser avec la Magna Carta. On voit que l'élection d'Adolf Hitler a totalement bouleversé la donne. Donc à cet égard, comme bien d'autres, l'UDHR peut être considéré comme un élément clé de la tentative du monde de se prémunir contre tout futur dictateur. Donc ça, c'était 1948. L'ère des droits civiques, qui a débuté au milieu des années 50, le mouvement américain des droits civiques, a été l'un des principaux catalyseurs de la lutte pour les droits civiques en décembre 1955, lorsque Rosa Parks, militante de la NAACP, a refusé de céder sa place à un homme blanc dans un autobus public. Les Noirs américains, ainsi que d'autres Américains, se sont mobilisés et ont entamé une lutte sans précédent pour l'égalité et la justice sociale qui s'est étendue sur 2 décennies. Leur objectif était d'abolir la ségrégation raciale légalisée, la discrimination et la privation des droits civiques dans le pays. La privation du droit de vote, rappelons-le, c'est vraiment privé du droit de vote. En 1957, Martin Luther King Jr. prononce l'un de ses discours principaux. Je ne vais pas le lire à cause du temps, donc à nouveau vous pouvez faire pause et le lire. Mais ce que King va faire là, c'est placer le droit du vote au centre de la lutte pour les droits civiques. Il souligne la gravité et l'impact du vote et dit « Tant que je ne possède pas fermement et irrévocablement le droit de vote, je ne me possède pas moi-même. » Donc là, c'est un discours très puissant. Hein. Il dit « Donnez-nous le bulletin de vote, donnez-nous le droit de voter, la liberté de voter, et nous n'aurons plus à nous préoccuper de nos droits fondamentaux auprès du gouvernement fédéral. » Pourquoi ? Parce qu'ils éliront les personnes qui protégeront leurs droits. Donc là, c'est la deuxième partie de cela. À quoi ressemblait l'Amérique donc à cette époque ? Les statistiques sont stupéfiantes. 6,7% des Afro-Américains sont inscrits sur les listes électorales au Mississippi. 6,7% seulement en 64. Dans un comté comme Selma en Alabama, seuls 2% sont inscrits sur les listes électorales. Et c'est depuis des décennies. Hein. En 64, nous voyons la loi sur les droits civils, Civil Rights Act, qui est adoptée. La loi sur les droits civils est une loi historique sur les droits civils et le travail aux États-Unis qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine nationale et plus tard l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Elle interdit l'application inégale des conditions d'inscription sur les listes électorales, la ségrégation raciale dans les écoles et le logement public et la discrimination dans l'emploi. Cette loi reste l'une des plus importantes réalisations législatives de l'histoire américaine. Donc aujourd'hui, les taxes de vote ont été abolies et déclarées inconstitutionnelles en vertu de la loi sur les droits civiques. Mais la question de droit de vote va continuer à être débattue devant les tribunaux. La discrimination reste quand même massive. Alors là, c'est le 24e amendement, le droit des citoyens des États-Unis de voter dans toute élection primaire ou autre pour le président ou le vice-président, pour les électeurs du président, ou vice-président, ou sénateur ou représentant dans le Congrès ne sera pas refusé ou restreint par les États-Unis ou par tout autre État en raison de non-paiement d'une taxe électorale ou d'une autre taxe. Donc une fois de plus, là, cet amendement à la Constitution va abolir
les taxes sur le vote. Mais le problème, c'est que le Congrès a le problème aura le pouvoir de faire appliquer cet article par une législation appropriée. Donc rappelez-vous que la Cour suprême avait déjà décidé que cet article était inconstitutionnel. Donc après l'adoption du 24e amendement, cette question, à nouveau, va être débattue devant les tribunaux. Donc beaucoup d'affaires seront portées devant la Cour suprême. Voilà une citation du juge Hugo Black par rapport au droit de vote en 1964. Aucun droit n'est plus précieux dans un pays libre que celui d'avoir une voix dans l'élection de ceux qui font les lois sous lesquelles, en tant que bons citoyens, nous devons vivre. Les autres droits, même les plus fondamentaux, sont illusoires si le droit de vote est sapé. Le droit donc le plus précieux, le plus important, c'est le droit de voter. Parce que tous les autres droits que vous avez sont compromis. Donc qu'il s'agisse du droit à la procréation, les droits en matière de procréation seront sapés si le droit de vote l'est également. C'est le juge en chef Earl Warren en 1964. Le droit de voter librement pour le candidat de son choix est l'essence même d'une société démocratique. Et toute restriction de ce droit portera atteinte au cœur d'un gouvernement représentatif. Il ne fait aucun doute que le droit de vote est une question fondamentale dans une société libre et démocratique. D'autant plus que le droit d'exercer son droit de vote librement et sans entrave préserve d'autres droits civils et politiques fondamentaux. Donc il dit la même chose que le juge Hugo Black. Toute violation présumée du droit de vote des citoyens doit être soigneusement et méticuleusement examinée. Donc s'il doit y avoir des changements, s'il y a des lois sur les élections, sur le vote, elles doivent être examinées méticuleusement et attentivement. Ils ont donc tous les deux dit, ces deux juges, ils ont noté que les droits de vote sont fondamentaux pour préserver d'autres droits civils et politiques de base. En 1965, c'est une citation de Martin Luther King. Il doit y avoir un changement. Il y aura un changement. Car refuser à une personne le droit d'exercer sa liberté politique dans les urnes n'est pas moins un acte ignoble que de refuser à un chrétien le droit de s'adresser à Dieu dans la prière. Donc là, qu'est-ce qu'il fait là? Il donne une parabole, une analogie. Refuser à une personne le droit de voter lors d'une élection politique, c'est la même chose que refuser à un chrétien le droit de s'adresser à Dieu dans la prière. Donc la loi sur les droits civiques a été adoptée en 1964, mais le mouvement des droits civiques continue à revendiquer le droit de vote. Immédiatement après l'adoption de la loi sur les droits civiques, le président Johnson commence à parler à ses conseillers de s'attaquer au droit de vote, mais ses conseillers lui disent c'est pas le moment. Il y a d'autres choses que nous voulons faire et nous allons perdre les démocrates du Sud si nous imposons le droit de vote maintenant. Ils vous en voudront, ils ne vous soutiendront pas pour vos autres projets. Donc Johnson va donc reculer sur le droit de vote. C'est toujours à l'ordre du jour, mais ce n'est pas une priorité. Cependant, sur le terrain, les choses changent. Des groupes d'intérêt s'impliquent et descendent dans le sud pour tenter d'affranchir les Afro-Américains. Et ces groupes commencent à se heurter aux forces de l'État. Ils ne seront pas autorisés à voter. Martin Luther King se fait arrêter et il écrit une lettre depuis la prison de Selma en Alabama qui est publiée dans le New York Times. Les gens commencent à voir, des gens écrivent dans le pays en disant des personnes se font arrêter et battre, et ils lisent des articles sur le droit de vote dans le New York Times, et il y a beaucoup plus de pression placée sur l'administration Johnson, donc ils doivent commencer à agir. Et ce qui se passe, c'est qu'un homme appelé Jimmy Lee Jackson est tué à Selma en Alabama. Lors d'une escarmouche, donc il tente de protéger sa mère et un policier lui tire dessus.
Et cela pousse le mouvement et les groupes activistes à prendre de l'ampleur. Et ils commencent à organiser des marches. Et l'une de ces marches va relier Selma à Montgomery, sur une distance de 87 km. Et ils veulent s'assurer que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Donc il y a un conflit célèbre qui se produit au même moment où la marche commence à Selma. Il traverse donc le pont Edmund Pettus. Edmund Pettus était un grand dragon du KKK. Donc il traverse donc ce pont. Il y a 600 manifestants et ils sont sur le point de recevoir des gaz lacrymogènes, d'être battus et piétinés par des chevaux. C'est ce qu'on appelle le Bloody Sunday ou le dimanche sanglant. Et ça, c'est la fin pour Johnson. Il va voir ce qui se passe, il va devoir passer à la télé et s'adresser à la nation. Voilà donc une photo du 7 mars 65. Ce que vous voyez là, c'est John Lewis. John Lewis au premier plan. Il est sur le point d'être battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Nous marquons John Lewis comme faisant partie de la contre-révolution. Il est mort le 17 juillet 2020. Il est sur le point d'être battu par un club Billy. Il est président du comité de coordination des étudiants non violents. C'est plutôt ironique, hein. Et ces forces de l'État veulent briser cela, veulent briser les droits civils, les droits de vote, les droits civiques. Et la marche pour le droit de vote à Selma. Il s'est fracturé le crâne ici, là. Il mènera donc cette lutte pour le droit de vote jusqu'à sa mort. C'est un moment assez étonnant de l'histoire américaine parce que les forces de l'État sont si audacieuses. Elles sont entourées de caméras de télévision qui filment tout ça. Et elles s'en moquent parce qu'elles se sentent enhardies. Mais ce qui se passe, c'est que le journal télévisé américain ABC fait irruption dans la première du jugement de Nuremberg. C'est un film donc sur l'Allemagne nazie pour montrer des images de ce qui se passe ici à Selma en Alabama où la police frappe des manifestants en faveur des droits civiques. Et de nombreux Américains ont tellement été troublés qu'ils ont cru que les images de l'Alabama provenaient en fait de l'Allemagne nazie. Et c'est à quel point c'était terrible. Cette marche a secoué la conscience de la nation comme aucune autre. 8 jours plus tard, Lyndon Johnson est contraint de présenter la loi sur le droit de vote. Et ensuite, 6 mois plus tard, la loi est adoptée en août 1965. C'était vraiment une loi révolutionnaire. John Lewis était connu comme la conscience du Congrès parce qu'il s'exprimait et défendait les droits de tous, indépendamment de la race, du sexe ou de la philosophie. Il croyait donc en l'action directe non violente comme moyen de dire la vérité au pouvoir. Il a été arrêté 40 fois, souvent battu, et il s'est battu pour le droit de vote jusqu'à la fin. Donc, vous pourrez lire ça après, par la suite. C'est un des textes législatifs les plus ambitieux de l'histoire des États-Unis en matière de droits civiques. Elle modifie fondamentalement les relations au sein du fédéralisme en ce qui concerne la manière dont le gouvernement fédéral va contrôler les élections pour protéger les minorités. C'est un texte législatif très simple, qui visait à faire respecter la promesse du 15e amendement qui a été ignorée pendant près de 100 ans. Ce projet de loi comporte de nombreuses parties, mais il en comporte 3 principales, de grandes parties ou de grandes sections. Tout d'abord, il supprime tous les dispositifs de suppression qui empêchaient les Noirs du Sud de s'inscrire sur les listes électorales. Donc, du jour au lendemain, ils ont littéralement disparu. Et ensuite, il envoie des fonctionnaires fédéraux dans le Sud pour instruire les électeurs noirs. En quelques semaines, des centaines de personnes ont été inscrites et des milliers en quelques semaines. La section 2 de cette législation stipule que si un État ou une localité veut changer quoi que ce soit en ce qui concerne le déroulement d'une élection, il doit prouver que cela n'aura pas d'effet discriminatoire sur le vote. Donc peu importe l'intention initiale de l'État ou de la localité, ce qui compte, c'est le résultat de ce changement. On peut dire, oui, mais non, on n'a pas l'intention de faire de la discrimination. Mais si on peut démontrer que le résultat de ce changement sera de la discrimination,
alors le changement ne pourra pas être adopté. Donc c'est ce qu'on appelle l'autorisation préalable. Il faut obtenir une autorisation préalable pour apporter des changements. La section 5 de la loi sur le droit de vote stipule que certains États ont besoin d'une surveillance supplémentaire en raison de la gravité des discriminations qu'ils ont pratiquées dans le passé. Donc si des lois discriminatoires aient déjà été en vigueur par le passé, il faut aller à la section 5 alors. Et l'autre section qui est importante, c'est la section 4, parce qu'elle concerne la formule qui déterminera si les États ont été discriminatoires. Ils peuvent par exemple regarder et dire... ils peuvent regarder donc les inscriptions sur les listes électorales. Et je dis, bah non, mais il y a tellement de Noirs américains dans votre comté, mais il y en a tellement qui ne sont pas inscrits. Et ils ont élaboré cette formule. Et cette formule serait utilisée pour déterminer quels États et quelles localités ont besoin d'une autorisation préalable pour leur changement. Et donc un État pourrait décider d'introduire une nouvelle loi sur l'identification par exemple des électeurs, mais il faudrait qu'elle soit approuvée pour que personne ne soit victime de discrimination. En vertu de cette loi, des observateurs fédéraux sont envoyés dans ces districts et ils vont garder un œil sur tout cela. Donc toutes ces lois où les États qui voulaient adopter des mesures pour restreindre les droits de vote devaient être approuvées au préalable. Et voilà une carte des juridictions concernées. Les principaux contrevenants en ce qui concerne les droits de vote, lorsqu'on remonte en 1965, vous pouvez voir qu'il s'agit principalement des États du Sud, Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Caroline du Sud et Virginie. Ces États étaient connus pour avoir violé les droits des Noirs pendant une grande partie de leur histoire. Alors, ce qui va se passer, c'est que ces États en particulier, avec le temps, vont essayer de se soustraire au mandat de cette loi, de ce VRA. Donc voilà une diapositive d'un travail au tableau qui montre le spectre politique et comment il a changé au fur et à mesure du temps. Donc on retourne à la période minérite et on constate que les républicains se trouvaient au nord. Et ils étaient à gauche de l'échiquier politique et que les démocrates du Sud se trouvaient à droite. Mais lorsqu'on arrive à notre époque, les républicains se situent à droite et les démocrates à gauche. Donc comment est-ce que ce changement s'est produit ? Deux choses en fait. Les changements, les politiques mises en œuvre par Franklin D. Roosevelt à cause de la Grande Dépression, du New Deal. C'était des politiques économiques que certaines parties du pays n'aimaient pas, mais aussi les lois sur les droits civiques qui ont été introduites dans les années 60. Pas seulement le CRA, mais le VRA. Donc ce sont des lois qui sont relatives à la déségrégation, l'intégration forcée et au droit de vote. Ces éléments combinés ont contribué à faire basculer les démocrates du Sud vers la gauche et les républicains du Nord vers la droite. Toutefois, c'est vraiment une simplification excessive, là, parce que le VRA a finalement permis aux démocrates modérés d'être également élus. Donc sans le VRA, il n'y aurait pas eu de Jimmy Carter, pas de Bill Clinton. Donc il est exagéré de dire que le Sud est devenu rouge du jour au lendemain. LBJ, donc Lyndon Johnson, était un sudiste blanc. Mais il se souciait des droits civiques. Mais il voulait qu'il se réalise selon ses propres conditions. Et ce que ces marches ont fait, c'est qu'elles lui ont forcé la main. Donc le VRA, l'acte pour les droits des votes, est introduit et le contre-coup ou la contre-mobilisation est immédiat
et a été vicieux. Il n'a fallu qu'une semaine pour que le premier procès fédéral soit intenté, la première contestation constitutionnelle. Le principal argument, c'est qu'elle privait les États, c'est ce que ces États, les États rouges disent, ça les privait de leur droit de superviser le vote et de fixer les qualifications, ce qui est clairement inscrit dans la Constitution. Donc, les poursuites n'ont pas arrêté. Avec donc le VRA, certaines de ces dispositions sont assorties à ce qu'on appelle des clauses de caducité. Elles doivent être réexaminées tous les 5 ans, parce que la démographie d'un État est appelée à changer. Donc, en particulier la section 4, celle qui définit la formule permettant de déterminer si un État a des lois discriminatoires, doit être réexaminée et réaffirmée. Au début, c'était tous les 5 ans, puis tous les 7 ans, et ensuite, il n'y a pas eu de changement pendant 25 ans. Mais il existe un fort soutien bipartisan au Congrès en faveur de son renouvellement. Et elle est renouvelée. Le VRA a été renouvelé 4 fois, toutes par des présidents républicains, en raison du fort soutien bipartisan au Congrès. Donc on a Nixon, Reagan, George Bush. Ils ne défendent pas le VRA. Et cela ne les empêche pas non plus d'affaiblir certaines parties de la loi. Mais ils doivent la réexaminer et aller voter en dépit de ces dirigeants républicains. Et encore une fois, grâce à un fort soutien bipartisan. Donc en 1970, elle est réautorisée jusqu'en 1975. 1975, elle est réautorisée à nouveau. Cependant, à chaque fois, elle est légèrement édulcorée. L'article 4 et l'article 5 restent solides, mais la loi est quelque peu édulcorée. 1982, la loi est réexaminée et on dit qu'elle est sûre pour encore 25 ans. Donc le Congrès ne va pas renouveler les dispositions spéciales de la VRA avant 2006. Donc dans un instant, on va voir ce qui se passera en 2006. Donc lorsque le VRA a été renouvelé et réorganisé pour la 4e fois, le président George Bush va signer la version de 2006. Mais revenons en arrière et notons qu'il y a eu plusieurs tentatives de démantèlement du VRA depuis 1965. Mais en 1971, le 26e amendement est adopté, qui accorde donc le droit de vote aux jeunes de 18 à 21 ans, ou à toute personne âgée de plus de 18 ans, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre de Vietnam, et on envoie des jeunes de 18 ans faire la guerre, mais ils n'ont pas le droit de voter. Donc il a été reconnu que si vous vous battez pour votre pays, vous devriez avoir le droit d'élire les personnes qui vous enverront, ou non, au combat. Donc, un lien très important ici. En 1971, donc, ça c'était en 1971, nous voulons noter 1979, parce qu'en 1979, c'est là où nous marquons prophétiquement la majorité morale. Nous avons prophétiquement le passage du racisme au genre. Avant la fin des années 70 et le début des années 80, l'accent a été mis sur les questions sociales concernant les Noirs, l'inégalité raciale, les troubles civils, les droits civiques, le busing, l'action positive. Mais ça va changer, et nous en avons discuté à de nombreuses reprises au sein du mouvement. À la fin des années 70, début des années 80, où les questions de genre, de famille, d'éducation et de relations entre l'Église et l'État vont prendre de l'importance. Mais ce sont surtout les droits des femmes, particulièrement l'avortement et l'amendement sur l'égalité des droits, qui sont les plus importants. Donc Paul Weyrich va dire en août 80 « Je ne veux pas que tout le monde vote. Les élections ne sont pas gagnées par une majorité de personnes. Elles ne l'ont jamais été depuis le début de notre pays, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, notre influence sur les élections augmente au fur et à mesure que le nombre de votants diminue. » Donc il a raison. Ils sont de retour au début du pays. C'était une minorité de personnes qui
qui étaient en mesure de remporter les élections en raison de la façon dont le droit de vote était appliqué. Mais il est assez franc là en disant qu'ils avaient besoin d'une minorité de personnes et que leur pouvoir dans le processus électoral augmente au fur et à mesure que le nombre de votants diminue. Alors nous notons que le test alpha n'est pas le test oméga. Dans le test alpha, le sexe était un problème, mais ce n'était pas le test. Et dans l'oméga, la race est un problème, mais ce n'est pas le test. Donc notre test, c'est le genre. Donc ce n'est pas seulement savoir qui peut voter, mais qui peut légiférer. Pas qui peut être élu, mais qu'est-ce qu'il fera pendant son mandat. Donc c'est ainsi que les Noirs et les immigrés étaient à l'époque plus susceptibles de voter démocrate. C'était pas non plus par rapport à leur appartenance noire. Maintenant, la question, c'est le genre, même s'il y a toujours le racisme. Donc, comme indiqué précédemment, en 2006, la VRA est réautorisée pour la 4e fois. La loi est adoptée par 98 voix contre 0 au Sénat et 390 voix contre 33 à la Chambre des représentants. Mais nous en arrivons à l'affaire Shelby versus Holder en 2013. Là, c'est une décision majeure. Le 25 juin 2013, la Cour suprême a jugé que la formule de couverture de l'article 4 de la loi du droit de vote, qui détermine quelles juridictions sont couvertes par l'article 5, est inconstitutionnelle parce qu'elle est basée sur une ancienne formule. En pratique, cela signifie que la section 5 est inopérante jusqu'à ce que le Congrès adopte une nouvelle formule de couverture, ce que la décision invitait le Congrès à faire. Donc la Cour suprême déclare que c'est inconstitutionnel. La section 4 n'est pas constitutionnelle. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2006? C'est que le Congrès a réautorisé la loi, mais ils n'ont pas réexaminé la section 4. La section 4 était la formule permettant de calculer si un État restreignait la capacité des gens à voter, s'il y avait des discriminations des électeurs. La démographie de l'État change. Donc la formule qui fonctionnait dans les années 60 pourrait ne pas être valable dans les années 90. Par exemple, un comté peut compter 90% de Noirs et seulement 6% des personnes inscrites sur les listes électorales. Donc la formule disait qu'il y a un problème là. Mais ensuite, il se peut que cette démographie change et que le comté ne soit plus composé à 90% de Noirs. Donc la formule doit être modifiée. Le Congrès devait rédiger une nouvelle formule et la tenir à jour, mais ils ne l'ont pas fait en 2006. La loi a été renouvelée, mais rien n'a été changé par rapport à la formule. Donc en 2013, ce qui se passe, c'est que les États-Unis disent que le congrès du Shelby dit qu'il ne veut plus d'autorisation. Il pense que c'est constitutionnel. Ou plutôt non, que c'est inconstitutionnel. Et la Cour suprême leur répond, vous avez raison. Parce qu'en effet, dans la Constitution américaine originelle, les États ont la possibilité d'établir leurs propres règles, de définir la manière dont ils souhaitent organiser les élections. Le 15e amendement va dans l'autre sens. Et le comté de Shelby dit que c'est inconstitutionnel. Ce n'est pas juste. Et la Cour dit, vous avez raison, la section 4 est obsolète. Le Congrès ne l'a pas mise à jour. Donc la section 5 est toujours valable, mais elle est inutile. Parce qu'il n'y a plus besoin de contrôle préalable. Donc la loi sur le droit de vote de 65 est aujourd'hui quasiment une loi morte. Une partie importante de cette loi a été jugée inconstitutionnelle et annulée par la Cour suprême des États-Unis en 2013. La Cour suprême a déclaré que l'histoire avait changé, mais la loi sur le droit de vote n'a pas changé et elle continue de traiter le pays comme si elle était coincée dans les années 60. Et regardez comment nous avons progressé. Nous sommes tellement meilleurs aujourd'hui. Nous ne pratiquons plus la discrimination comme dans les années 60. Il n'y a pas de discrimination. Mais ce que la Cour suprême n'a pas pris en compte, c'est que c'est la VRA qui a permis cela. C'est elle qui a permis aux États de rester honnêtes. Parce qu'entre 1965 et 2013, 3000 lois discriminatoires ont été empêchées d'entrer en vigueur. La VRA a empêché l'adoption de 3000 lois.
Ce sont ces tentatives qui n'ont pas été portées devant les tribunaux parce qu'elles ont été stoppées à cause de la vérification préalable. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde le récent arrêt de la Cour suprême par rapport à la Caroline du Sud, il faut présenter cela devant les tribunaux. Donc un État, par exemple, peut adopter une loi discriminatoire et quelqu'un doit, par exemple, le poursuivre en justice. Ensuite, il faut que ça passe par le processus des tribunaux de l'État pour finir devant la Cour suprême. Donc tout cela, ça prend du temps. Et comme la Cour suprême l'a fait récemment, ces lois sont jugées constitutionnelles. Elles ne sont pas considérées comme étant discriminatoires. Aujourd'hui, la suppression des électeurs est devenue beaucoup plus intelligente. Donc, il n'y a pas de taxe de vote. Mais il y a des choses comme... il y a en tout cas des moyens officiels et aussi des moyens officieux de priver les gens de leur droit de vote. En 2016 et 2018, c'était la première, en 2016 en tout cas, c'était la première élection présidentielle en 50 ans sans la pleine protection de la VRA. Et ça a eu un effet profond. C'était les premières élections après Shelby versus Holder où les gens étaient littéralement privés de leur droit de vote. Ils n'étaient pas autorisés à s'inscrire ou s'ils l'étaient, ils n'étaient pas autorisés. Lorsqu'ils se présentaient, ils étaient refoulés parce qu'il y avait un prétendu problème avec leur pièce d'identité. Donc il y a eu une suppression du vote avant le scrutin. Et en fait, la suppression des votes avant le scrutin était plus puissante que celle après. Essayer d'inverser le cours d'une élection après le scrutin n'est rien comparé à la suppression des votes avant le scrutin. Et Donald Trump était très ouvert sur ce qu'il faisait. Il a dit que si l'on facilitait le vote, un républicain ne serait plus jamais élu. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne voulait pas financer le bureau de vote, parce qu'il ne voulait pas développer le vote par correspondance. Il a dit qu'on enverrait des avocats dans les bureaux de poste juste après les élections. Voilà un exemple, 2021, la loi sur l'intégrité des élections, ironiquement appelée HB 531 de la Géorgie. En 2020, le taux de participation a été très élevé en Géorgie. Et George Kemp a battu de justesse Stacey Abrams. Donc la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, a donc adopté un projet de loi radical, le voici, HB 531, la loi sur l'intégrité des élections, pour rendre le vote plus difficile dans le but d'empêcher les démocrates de gagner les élections à venir. Donc une fois qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rendre le vote plus difficile. Les législateurs républicains ont présenté cette loi après une participation électorale record, car elle limite l'accès aux bulletins de vote par correspondance, les heures de vote anticipées le week-end et les boîtes de dépôt des bulletins de vote, entre autres. Donc vous pouvez voir cette image ici. Elle est très révélatrice. On y voit le gouverneur George Kemp entouré d'un groupe d'hommes blancs sous la peinture d'une maison de l'époque antébellum, une ancienne plantation d'esclaves, Calloway House, qui montre donc lorsqu'il signe la loi sur l'intégrité des élections. L'une des raisons pour laquelle le taux de participation avait été si élevé en 2020, c'est parce qu'il y avait beaucoup plus d'options pour voter qu'auparavant. Ils pouvaient voter par correspondance, dans beaucoup plus d'États qu'auparavant, ils pouvaient voter tôt en personne et s'inscrire le jour de l'élection également. Et les républicains essayaient de faire reculer ces méthodes de vote en ciblant le vote par correspondance, en limitant le courrier, en déposant des boîtes, toutes ces choses. Les églises noires avaient des journées âmes aux urnes où on allait à l'église le dimanche et ensuite on s'inscrivait ensuite sur les listes électorales. Toutes ces campagnes de mobilisation des électeurs, en tout cas, sont maintenant ciblées et il y a maintenant des lois contre elles à travers les États-Unis. À travers donc ces États-Unis, les législateurs républicains ont introduit plus de 250 projets de loi, plus que cela bien sûr maintenant aujourd'hui, dans 43 États visant à restreindre l'accès aux élections. Le Parti républicain n'a aucun intérêt à faire appel à une majorité d'Américains. Au contraire, il redouble de tactiques antidémocrates afin d'obtenir une minorité de voix
mais exercer une majorité du pouvoir. C'est le plus grand recul des droits de vote depuis des décennies. Voilà un exemple par exemple. Ils raccourcissent le délai pour demander un vote par correspondance. Cela, c'est juste le vote par correspondance. Ils raccourcissent la date limite de remise d'un bulletin de vote par correspondance. Il est plus difficile de rester sur les listes de vote par correspondance. Ils réduisent le temps dont disposent les citoyens pour demander des bulletins de vote. Ils éliminent les possibilités pour les fonctionnaires d'envoyer des demandes de vote par correspondance, réduire le nombre de boîtes de dépôt, etc. Et ensuite, toutes les exigences par rapport à la carte d'identité pour le vote par correspondance sont plus strictes. Et il y a également des lois qui permettent de faciliter la radiation des listes électorales. Le vote, par exemple, qui interdit aux gens de vous donner de l'eau si vous êtes en ligne pour attendre, si vous faites la queue. Ils ont réduit le nombre de bureaux de vote. Par exemple, vous devez traverser la ville en voiture, faire la queue toute la journée pour pouvoir voter, et personne ne peut vous donner un verre d'eau, ni pour aller aux toilettes, ni rien faire. Donc ces lois ont vraiment une portée considérable. Donc l'année 2014 a été marquée comme la loi du dimanche, la prise du contrôle du Parti républicain. 2013, donc Shelby versus Holder. 2014, loi du dimanche. 2016, élection. La première élection après Shelby contre Holder. La première élection sans la protection de la loi sur le droit de vote. Les démocrates donc se sont donc immédiatement mis au travail et ont introduit ce projet de loi au Parlement. Il s'agit For the People Act, HR 1. Le chiffre 1 indique qu'il s'agit de leur priorité. C'est la priorité numéro 1 de leur programme, leur première priorité législative. Il s'agit d'un vaste projet de réforme de la démocratie qui vise à étendre les droits de vote parce qu'ils sont conscients du problème. Il va également demander une modification des lois sur le financement des campagnes électorales pour réduire l'influence de l'argent en politique, limiter le charcutage partisan et créer de nouvelles règles d'éthique pour des membres de la Chambre des représentants fédérales. Et ensuite, il y a la loi sous le droit de vote de John Lewis, qui est le HR 4. Cette loi a été conçue pour rétablir les protections de la loi sur le droit de vote. Donc ces lois ont été soumises au Congrès à plusieurs reprises et elles sont restées en fait lettres mortes. Il n'y a rien à faire. Le soutien bipartisan n'existe plus. Donc le Congrès est donc très partisan et ils ne vont pas beaucoup plus loin que la Chambre. Et s'ils vont plus loin que la Chambre, ils sont rejetés par le Sénat. Donc les projets de loi visant à rétablir les protections existent, mais ils sont voués à l'échec. Voilà une liste de moyens utilisés pour supprimer le vote des femmes. Beaucoup de gens ont été choqués par la décision Dobbs, l'annulation de Roe versus Wade. Mais lorsqu'on affaiblit quelque chose d'aussi fondamental que la loi sur le droit de vote, tout est possible. Si vous pouvez vider la VRA de sa substance, vous pouvez renverser Roe versus Wade. Une fois que le droit de vote est supprimé, tous les autres droits garantis par le droit de vote peuvent être supprimés. Donc l'avortement et la démocratie ne sont pas deux questions distinctes, c'est une seule et la même question. Les lois sur l'identification des électeurs ont un effet négatif disproportionné sur les femmes en raison du changement de nom. Je vous laisserai lire ça en tout cas à votre rythme. Les votes des LGBTQ sont également supprimés. Il y a beaucoup de tactiques pour les supprimer. Encore une fois à cause de l'identification des électeurs et d'autres choses. Et je pense qu'on peut laisser ça là par rapport au temps. Différentes manières où on voit dans les votes LGBTQ sont supprimés.
Alors, nous avons parcouru un petit peu l'histoire du droit du vote aux États-Unis parce que je pense qu'il peut être considéré comme important, lié au nom Fabia, lié à la loi du dimanche. Donc, le droit de vote, les élections sont liées à la loi du dimanche, comme le montre le nom Quintus Fabius Maximus Gorgius. Donc nous pouvons donc constater que les États-Unis ont été confrontés à ce problème dès leur création. Donc, 2024 est une grande année. Il y a plus de 70 élections en 2024. 4,2 milliards de personnes vont voter, soit plus de la moitié de la population mondiale. Mais quelle est l'élection la plus importante à prendre en compte? Bien sûr, c'est le Pays glorieux. Donc, nous voulons considérer la Terre glorieuse. Pour ce faire, revenons au nom de Quintus Fabius Maximus Gurge. Donc, on a le prénom, le nom et le surnom ou le cognomen, comme ça s'appelle. Alors j'espère avoir montré à quel point le vote et les élections sont essentiels pour les États-Unis, pour les droits de l'homme et la démocratie. Mais nous voulons également savoir quand. Quelle élection, quand est-ce que c'est si important? Donc le prénom, c'est pour Quintus. Le nom, c'est Fabius. Et le cognomen, c'est Maximus Gorgius. Maximum Gorgius. Fabius, vote, élection, maximum Gurgis, inondation maximale, qui est égale à la loi du dimanche. Quintus. Donc vous avez été nommé Quintus pour l'une de deux raisons suivantes. Soit vous étiez le 5e enfant né, ou alors vous étiez né dans le 5e mois. En 272 avant Jésus-Christ, ou 275, dans les deux ans de cette période, si vous étiez né au 5e mois, c'était quand? Il faut revenir au calendrier romain, parce que c'est celui qui a été utilisé en 273 avant Jésus-Christ. Le calendrier romain était un calendrier lunaire. Conçu par, dit-on, traditionnellement Romulus, premier roi de Rome. Et ça, c'était en 753 avant Jésus-Christ, à peu près. Le calendrier romain ne comportait que 10 mois nommés après les dieux romains. Donc il y avait, ça commençait au printemps, donc il y avait Martius, Aprilis, en fait une combinaison de dieux grecs et romains. Donc Martius, Aprilis, Maius, Junon, Quintilis, Sextilis, octobre, novembre, j'en ai oublié un, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc nos 4 premiers mois portent le nom de dieux romains et grecs. Ensuite, ce sont les numéros en fait 5, 6, 7, 8, 9, 10
Le 10 décembre, un déca. Donc, Quintilis était le 5e mois. Mais ensuite, le calendrier a changé et nous en sommes arrivés au calendrier julien. Et là, c'est un calendrier solaire introduit vers 45 avant Jésus-Christ, changement fait par Jules César. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter 2 mois supplémentaires. Parce que dans le calendrier romain, il n'y avait pas, ils ne calculaient pas le temps sur l'hiver. Donc l'hiver, c'était juste en fait une période de jours non attribuée. Le calendrier julien va changer cela et va allouer du temps tout au long de l'hiver. Donc ça commencera en janvier. Donc janvier était le premier mois. Jules César s'est dit que nous allions commencer avec le dieu Janus parce que c'est le dieu des commencements. Il est représenté avec 2 visages sur la tête, l'un pointant dans une direction, l'autre dans l'autre. Donc Janus commencera, puis février, ensuite mars, avril, mai, juin, et ensuite il va changer Quintilis et donnera son nom à ce mois et va l'appeler juillet en l'honneur de Jules César. Et l'empereur suivant fera la même chose, Auguste. Il pensera que lui aussi a besoin d'un mois à son nom. Nous aurons le mois d'août. Donc le mois d'août n'arrive pas en 45, hein, ce nom il arrive un peu plus tard. Puis septembre, octobre, novembre, décembre. Donc le 5e mois du calendrier romain, Quintilis, correspond à juillet dans le calendrier julien. Donc Quintilis porte le nom maintenant de Jules César, le premier dictateur romain. Sextilis est devenu août. Alors, juste un mot sur Jules César. Si nous regardons son nom, lui, il s'appelle Gaius. Son nom complet, c'est Gaius Jules César. Parce qu'il appartenait à la tribu des Julies, comme on l'a dit plus tôt. Donc son cognomen, c'était César. Donc nous connaissons César aujourd'hui comme étant un titre. Et ce titre a été transmis depuis l'époque de Jules César. Et c'est ainsi qu'on obtient les mots Kaiser et Tsar. Des mots comme ça. Tous sont des mots dérivés du mot César. C'est un synonyme de dictateur. Mais ce n'a pas toujours été un titre, c'était son cognomen. Et comme Maximus Gorgias était un surnom décrivant la jeunesse dissolue de l'homme, César en fait était une description de la famille à laquelle il appartenait. Dans la tribu des Jules, il venait de la famille dont l'ancêtre avait tué un éléphant pendant la guerre punique. Je pense que c'était son arrière-arrière-grand-père ou quelque chose comme ça. Peut-être même plus vieux que cela. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il avait un parent éloigné. Et c'est le nom qui a suivi cette famille. Ça distingue donc Gaius Julius comme appartenant à la famille de la tribu des Julies, cette famille particulière de la famille des Julies. Et cela veut dire éléphant. Et dans le premier denier que Jules César avait frappé, parce qu'ils frappaient tous des pièces à leur nom, il y avait le nom de César avec une image d'éléphant au-dessus du nom de César, sur son premier denier. Donc nous allons marquer le mois de juillet avec des éléphants.
Ok. Donc en 272 avant Jésus-Christ, si vous êtes né au cours du 5e mois à Quintilis, cela signifie que vous êtes né en juillet. Qu'est-ce qui se passe en juillet cette année? Le Parti républicain tiendra sa convention nationale du 15 au 18. Donc le mois de juillet de cette année est marqué par la convention nationale du Parti républicain, la RNC. La DNC se tiendra en août du 15 au 18. La RNC est un événement au cours duquel les délégués du Parti républicain choisissent le candidat de leur parti à la présidence et à la vice-présidence pour l'élection présidentielle de 2024 qui aura lieu en novembre. Donc, lors d'une année électorale, des primaires présidentielles sont organisées dans chaque État de janvier à juin. C'est un peu des mini-élections qui permettent de sélectionner le candidat d'un parti politique qui se présentera à l'élection présidentielle. Ça semble assez simple, mais en fait c'est très compliqué parce que chaque État a ses propres règles et sa propre façon de procéder. Mais de janvier à juin, toutes les élections ont lieu, ce sont donc les primaires. Regardons comment ça fonctionne en version très simplifiée. Donc, disons, on a un État, par exemple. De l'Arkansas, par exemple. Donc, cet État va organiser des primaires. Donc, si vous êtes un électeur républicain, vous irez à la primaire du GOP pour voter. Si vous êtes un démocrate, vous allez à la primaire démocrate. Élection primaire. Et puis vous pourriez aller à la primaire du GOP et vous pourrez dire, si c'était en 2016, vous aurez choisi entre Trump ou Cruz, ou n'importe quel nombre de personnes qui se présentent à cette élection en 2024. En 2024, vous auriez peut-être voté pour Trump. Et si vous avez participé à la primaire démocrate, vous auriez peut-être voté pour Trump. Si vous avez participé en tout cas à la primaire démocrate. Donc, qu'est-ce que ce vote signifie? Ce vote signifie que cet État peut désormais envoyer un certain nombre de délégués. Donc, vous allez donc envoyer des délégués au RNC. Ah non, désolé. Des délégués du GOP à la convention du RNC en juillet. Et si vous êtes démocrate, vous allez voter pour envoyer un certain nombre de délégués à la DNC, qui aura lieu cette fois-ci en août. Alors, chaque parti a un nombre déterminé de délégués qui peut participer à sa convention. Et donc, ces délégués se répartissent en deux groupes. Vous êtes soit un délégué engagé, selon les règles de votre État, soit un délégué non engagé. Donc, le GOP compte 2272 délégués délégués engagés qui assisteront à la RNC. Donc nous pouvons noter un chiffre de 272. Ce que cela signifie, c'est que lorsqu'ils vont se rendre à la convention, ils doivent voter comme l'État en question a voté. Ils doivent voter pour le leader, la personne qui aura eu le plus de votes dans cet État particulier. Et ensuite, il y a environ, disons 500... il y a à peu près 2500 délégués. Je vais vous donner les chiffres exacts. Il y a 157 délégués non élus. Un total donc de 2429 délégués qui iront à la convention. Et avec le DNC, il y a à peu près
4500 délégués qui vont aller à la convention DNC. Donc je marque ici le chiffre de 272, ce n'est pas un clou, je ne vais pas mettre mon chapeau dessus, mais c'est un chiffre intéressant. C'est comme les éléphants, c'est là en tout cas, vous en faites ce que vous voulez avec. Donc les autres pourraient se pointer à la convention, écouter tous les discours et dire, eh bien, par exemple, mais Bruce fait une bonne remarque ici, je vais voter pour Cruz au lieu de Trump. Ils peuvent changer leur vote une fois arrivés à la convention. Mais ceux qui sont engagés ne peuvent pas le faire. Et ensuite, alors ils iront tous à l'élection générale. Pour celui qui est élu comme candidat. Donc ce que nous avons maintenant, c'est que Trump et Biden sont appelés des candidats présomptifs. Parce qu'il est présumé qu'ils vont obtenir la nomination lors de la convention. Mais ils ne l'ont pas encore obtenue. Ce sont des candidats présomptifs. Une chose est présumée lorsqu'elle est jugée hautement probable. Donc Biden et Trump ne sont pas officiellement les candidats de leur parti tant qu'ils n'ont pas remporté le vote des délégués lors des conventions d'investiture qui se déroulent devant la télévision à une heure de grande écoute. Chaque parti désignera officiellement ses candidats à la présidence et à la vice-présidente. Il y a de longues heures d'appel des délégués, État par État, avec de nombreux discours. Ça dure des jours. C'est un véritable événement. Donc, à quel moment Trump sera-t-il désigné comme candidat? Je ne sais pas. Je n'imagine pas que ce serait le 15. Ça serait drôle, mais c'est le 18, mais je ne peux pas imaginer qu'il faille 4 jours pour le faire, même si c'est vraiment très une vraie affaire. Il y a vraiment beaucoup de discours, beaucoup de paroles. Donc l'autre chose principale, donc on a l'élection du vice-président qui est ici très importante parce que surtout lorsque vous avez un président sortant, il n'est pas sortant mais il se présente en tout cas pour la deuxième fois aux prochaines élections, les gens vont s'intéresser au vice-président parce que ça va donner un peu le ton du parti. L'élection du vice-président est donc très importante. Et en 2016, Trump n'a annoncé son colistier que juste avant la convention. Mais l'autre chose très importante que nous notons pendant la convention, c'est qu'à ce moment-là, ils établissent leur plateforme politique. Ah non, le programme du parti, plutôt. Le programme du parti est une déclaration officielle qui expose la position du parti sur diverses questions, de la politique économique et sociale à la politique étrangère et de défense. C'est sur ces questions que les candidats se présentent aux élections. Le programme du parti influence la politique, attire les électeurs et gagne leurs partisans. Donc le programme du parti qui va être adopté en ce moment est donc très important. Je voudrais maintenant vous faire part d'une citation de Ian Bremmer. Peut-être que vous vous souvenez que Ian Bremmer est l'un des dirigeants du groupe Eurasia. Et au début de l'année, l'Eurasia Group dresse la liste des 10 principaux risques mondiaux de chaque année. Et cette liste a été diffusée sur les médias broadcast en janvier, les 10 principaux risques mondiaux pour 2024. Et le premier risque était celui des États-Unis contre eux-mêmes. Donc lors d'une déclaration TED Talk en janvier, Ian Bremmer a passé en revue un petit peu ces risques et a déclaré ce qui suit par rapport au risque donc numéro 1. En 2024, nous n'aurons pas de nouveau président. S'il y a un nouveau président, ce sera l'année prochaine. Alors pourquoi est-ce si risqué maintenant ? C'est si risqué maintenant parce que le pays est si divisé et parce que Trump est susceptible d'obtenir l'investiture très probablement, toujours très probablement.
Ce n'est pas le cas. Lorsqu'il le fera, ses déclarations dirigera le GOP, et ce n'est pas le cas maintenant, comme en janvier 2024, ni en mai 2024. En d'autres termes, du jour au lendemain, il regagnera la loyauté de l'écrasante majorité des dirigeants républicains des assemblées législatives des États, de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que des médias de droite et de tendance républicaine, et retrouvera la capacité de collecter de l'argent et de le déployer en vue de l'élection. Cela signifie que ses orientations politiques, telles qu'il les exprime, qu'il s'agisse de couper les vivres à Zelensky et aux Ukrainiens ou de montrer aux Iraniens ce qu'il en est, et c'est pourquoi nous ne serions pas entrés en guerre contre Israël et les États-Unis s'il avait été président, contrairement à Biden. Donc il le cite donc en quelque sorte, ou en ce qui concerne la frontière avec les Mexicains et même d'autres questions, celles-ci vont soudainement devenir les moteurs d'une moitié du système politique américain. Il s'agit donc d'un environnement politique très préoccupant, et sur ce point, les États-Unis ne sont pas en mesure de réagir efficacement. Donc ce que dit Ian Bremmer ici, c'est que du jour au lendemain, une fois qu'il aura été nommé, il sera le moteur de la moitié du système politique américain. Et c'est une crise. Donc nous marquons 2014 comme le renversement du parti républicain, la purge des modérés du parti républicain, le renversement du parti républicain. Je dirais qu'en juillet, lors de la RNC de cette année, en 2024, ce sera terminé. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Je me suis réveillée ce matin et j'ai appris que le président Trump avait été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux. Il est maintenant un criminel condamné et ils vont voter pour un criminel condamné comme candidat à la présidence en juillet. J'aimerais que nous puissions considérer quelque chose au sujet de Daniel pour terminer. Nous allons revenir à Daniel et nous allons parler de l'évangile éternel. Et nous ne parlerons pas là des prophéties de Daniel, nous allons parler des histoires de Daniel. C'est quoi l'évangile éternel? C'est un message prophétique en 3 étapes qui divise 2 catégories de personnes. Et nous voyons cela illustré dans les livres de Daniel, dans les histoires de Daniel. Si nous prenons le chapitre 1 de Daniel, le chapitre 1 de Daniel illustre le message du premier ange. Daniel doit craindre Dieu plus qu'il ne craint le roi. Il doit glorifier Dieu dans son corps en ne mangeant pas et en ne buvant pas à la table du roi. Et lui, parce qu'il va être jugé, il va être jugé 2 fois. Il va être jugé après 10 jours et il va être jugé après 3 ans. Donc on voit bien, Daniel chapitre 1, message du premier ange. Daniel 2, Babylone est tombée. Deuxième message de l'ange. Cette image du sommet de la tête à la base de l'orteil, Babylone littérale, la Babylone spirituelle en bas, représente Babylone dans toutes ses phases et elle tombe, comme illustré dans Daniel chapitre 2. Daniel 3, message du troisième ange. Décret inique, la fournaise ardente. Nous avons toujours associé Daniel 3 à la loi du dimanche. Donc Daniel 1, premier message de l'ange. Daniel 2, message du deuxième ange. Daniel 3, message du troisième ange. Ne vous inclinez pas devant l'image de la crise de la loi du dimanche. Ces 3 histoires représentent l'adventisme et la façon dont l'évangile éternel va séparer et diviser 2 classes au sein de l'adventisme. Et les 3 dignes présents dans Daniel chapitre 3 représentent ce mouvement. Parce que le reste des adventistes
Le reste des captifs font quoi? Ils embrassent la poussière. Mais ces 3 hommes dignes sont capables de reconnaître l'image pour ce qu'elle est quand ils la voient. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà vue dans Daniel 2, dans la vision. Et comment l'ont-ils fait? Pourquoi ont-ils compris le rêve de Nabuchodonosor? C'est parce qu'ils avaient passé le test de Daniel chapitre 1. Le test de Daniel chapitre 1, c'était essentiellement, ils étaient en fait des réformateurs. Ils ont conservé leur identité de juifs même lorsqu'ils étaient en captivité. Et leur identité avait beaucoup à voir avec la façon dont ils mangeaient. Je suppose que c'est l'histoire de Daniel 1. Donc ils ont conservé leur identité, ils ont réalisé qui ils étaient. Et puis, parce qu'ils ont réussi le test, ils ont pu comprendre la vision de Nabuchodonosor et expliquer la prophétie. Ils ont compris les symboles et les ont appliqués correctement, de sorte que lorsqu'ils ont vu l'image de Daniel 3, ils l'avaient vue déjà auparavant. Ils l'ont vu dans Daniel 2. Ils ont su que quelque chose d'important allait se produire dans Daniel 3. L'orchestre s'entraînait dans la plaine de Dura. Il y avait des grands travaux publics en cours. Il y avait de l'agitation. Mais jusqu'à ce que ce drap se détache, sorte de l'image, ils ne savaient pas ce que il y avait sous ce drap. Et ils l'ont vu quand ils l'ont vu, ils l'ont su. C'était Daniel 3. Et nous avons 3 autres histoires. Daniel chapitre 4. Message du premier ange. Daniel doit aller voir le roi et lui dire: il faut que tu craignes Dieu et que tu arrêtes de te donner gloire, de te glorifier toi-même. Tu dois comprendre la raison pour laquelle tu existes et que c'est pour t'occuper des pauvres et des veuves. Retourne à l'activité pour laquelle tu as été suscité. Sinon, tu vas être jugé et vous mangerez de l'herbe pendant 7 ans. Donc le message du premier ange est donc transmis au roi Nebuchadnezzar. Chapitre 5 de Daniel devrait être évident pour nous tous. La chute de Babylone. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Vous avez été posés dans la balance et trouvés jugés pas à la hauteur. Daniel 6 ensuite, le décret injuste, qui représente à nouveau la loi du dimanche. Ce que nous voulons faire maintenant pour comprendre la loi du dimanche, c'est réunir Daniel 3 et Daniel 6. Et comment comprendre Daniel 6? Quel était le problème là-bas? Qui vous deviez prier? Pour qui allez-vous prier? Qui allez-vous prier? Il s'agissait de la prière. Et quelle prière? 3 et 6, c'est 9. Pour comprendre la loi du dimanche, il faut comprendre le chapitre 9 de Daniel. Que fait-il dans le chapitre 6 de Daniel? Il fait la prière de Daniel 9. C'est la première année de Darius. C'est la première année de Darius. Il n'a régné qu'1 an. Il fait cette prière donc. Il sait où il en est dans la prophétie. Il sait que Jérusalem doit être restaurée. Et pourtant, il y a un décret injuste qui l'empêchera de mettre en place j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc, quels sont les choix qui s'offrent à vous dans le chapitre 6 de Daniel? Je suggérerais qu'on a 3 choix. Vous pouvez prier le roi. Vous pouvez prier qui vous voulez, comme le fait Daniel, il veut prier son Dieu. Ou vous pouvez ne pas prier du tout. Donc, vous n'êtes pas obligé de prier. Tu n'as pas besoin de demander quoi que ce soit au roi, ni à Dieu. Il suffit de ne pas prier. Donc, 3 options qui sont présentes dans Daniel 6. Donc, les 3 premières histoires représentent l'adventisme. Les 3 dernières représentent les États-Unis, l'institution des États-Unis. Et comme l'a fait remarquer l'ancien Parminder dans sa présentation, Daniel représente les institutions qui maintiennent l'ordre public dans le pays. Et Daniel représente ici les institutions qui tiennent le roi en échec. Et ce rôle est retiré à Daniel au chapitre 6. Comment voyons-nous que cela se passe aujourd'hui? Je voudrais partager avec vous, ce sera la dernière chose que je veux partager ce matin.
Le New York Times donc, a un podcast qui s'appelle le Daily, et ils ont eu un épisode qui s'appelle Trump 2.0, ce qu'une deuxième présidence Trump apporterait. Et il y avait 3 journalistes politiques qui ont contribué à ce podcast, et ils écrivent ensemble pour le New York Times, et couvraient la campagne présidentielle de Donald Trump. Donc on a Jonathan Swan, Maggie Haberman et Charlie Savage. Jonathan Swan, je voudrais citer une partie de ce qu'il a dit dans ce podcast. Nous devrions connaître Jonathan Swan, ou peut-être que tout le monde devrait l'être. Jonathan Swan est un correspondant politique qui a remporté un Emmy Award pour son interview du président de l'époque, Donald Trump, en 2020. Il travaillait pour Axios. Si vous ne l'avez pas regardé, ça vaut la peine. Il a gagné un Emmy pour cela. Il était en fait le fils du docteur Jonathan Swan, un Australien qui travaille maintenant pour le New York Times. Donc lisons ce qu'il dit. Trump veut plus de pouvoir pour son propre plaisir. Et en même temps, il y a des gens autour de lui qui espèrent atteindre certains objectifs politiques et ils ont identifié que la meilleure façon d'y parvenir est que Trump accumule le pouvoir qu'il veut. Ensemble, donc, ils ont donc déterminé que le meilleur moyen d'accomplir tout cela est de supprimer les entraves et les obstacles qui se sont dressés sur le chemin de Trump la première fois et de s'assurer qu'ils ne seront pas présents lors d'un second mandat. Donc lorsqu'on lit cela, je voudrais que vous pensiez au chapitre 6 de Daniel et au rôle que Darius prend et au rôle que les autres présidents prennent. Nous voyons 2 groupes ici. Trump veut le pouvoir, mais il est aussi entouré de gens qui veulent le pouvoir pour leurs propres raisons. Comment Trump et ceux qui l'entourent pourraient-ils parvenir d'un point de vue logistique à cela, en cherchant des personnes qui sont beaucoup plus alignées idéologiquement avec lui? Et il se concentre sur la recherche d'un cabinet rempli de personnes qui vont trouver des moyens de mettre en œuvre les politiques qu'il veut. Ces personnes ne s'opposeront pas à ses opinions ou à son programme du mouvement, qu'il s'agit de politique étrangère ou autre. Ce sont des gens qui l'aident à obtenir un oui et non, un non. Le plus grand regret de Trump pour son premier mandat concerne le personnel, les personnes qu'il a embauchées, y compris tous les généraux, toutes les personnes qui disent aujourd'hui qu'ils n'étaient pas aptes à servir. Les personnes qui l'ont entouré pendant les 2 ou 3 premières années de l'administration, celles qui considéraient que leur travail constituait à protéger le pays et le monde de Donald Trump. Au cours de la dernière année, il a éliminé plusieurs de ces personnes qu'il considérait comme déloyales et les a remplacées par d'autres dont il savait qu'elles le suivraient. Mais dans son esprit, il savait qu'il n'était pas allé assez loin. Il y a une couche de pouvoir et de contraintes potentielles qui existent moins aux yeux du public. Un niveau en dessous du fonctionnaire du cabinet, ce sont les juristes des hauts niveaux de différents départements et agences. Les juristes occupent un créneau unique au sein du gouvernement, car ils s'occupent de ce qui est permis. Et s'ils disent non, c'est un vrai problème. Ces juristes étaient nommés politiquement par la société fédéraliste avec un penchant pour le conservatisme, mais ils représentaient une contrainte. Le mouvement MAGA considère maintenant qu'ils sont trop enclins à dire non, trop enclins à poser des questions sur l'état de droit, et ils veulent un autre type d'avocat. Trump veut se débarrasser de ce qu'il appelle les serpents, les fonctionnaires de niveau inférieur qui, selon lui, sont au cœur de l'état profond et qui ont témoigné contre lui lors de sa première procédure de destitution. Qui sont ces serpents et quel est le plan pour les écarter du chemin de Trump? Le gouvernement fédéral est composé d'une couche rotative d'environ 4000 personnes nommées pour des raisons politiques qui sont remplacées à chaque fois qu'un nouveau président entre en fonction. Mais en dessous, il y a cette masse de plus de 2 millions de fonctionnaires de carrière qui bénéficient d'une assez bonne protection. Il y a toutes ces procédures à suivre pour licencier quelqu'un. En tant qu'employé du gouvernement fédéral, il dispose de nombreux droits d'objection ou d'appel, et c'est voulu. Il s'agit d'une main-d'œuvre non partisane et professionnalisée qui ne change pas à chaque fois qu'un nouveau parti est au pouvoir, mais qui acquiert une expertise au fil des années. Ce sont des personnes qui élaborent les règles qui régissent les affaires banales, comme l'eau potable et les réglementations alimentaires. James Sherk a été chargé de répondre à la question suivante: comment licencier davantage de personnes? Comment faire en sorte que davantage de personnes soient recrutées par nos soins? Je viens d'insérer quelques informations sur James Sherk.
Il avait été reconnu au niveau national comme un expert de la fonction publique et de la politique de travail. Et vous pouvez lire le reste quand vous le voudrez. Ce James Sherk, donc, est à l'origine de l'idée de l'annexe F, un décret que Trump a publié en octobre 2020 lors de son premier mandat. Il n'a pas suscité beaucoup d'attention à l'époque en raison du calendrier et du manque de temps pour la mettre en œuvre correctement, mais il leur permettait de réaffecter, ils ont estimé, à peu près 50 000 personnes dont ils avaient déterminé qu'ils étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'élaboration de la politique. Ce décret aurait pour effet de transformer ces fonctionnaires en personnes nommées pour des raisons politiques. Il leur permettrait ainsi de licencier jusqu'à 50 000 personnes et de les remplacer par leurs propres collaborateurs. Les conseillers les plus proches de M. Trump ne pensaient pas qu'il devait nécessairement licencier autant de personnes et de les remplacer. Ils pensent que la menace du décret aura un effet dissuasif, qu'elle forcera les gens à rentrer dans le rang et qu'elle les incitera à cesser d'essayer de ralentir, de marcher ou de faire de l'obstruction. Si vous savez qu'on va vous couper la tête, vous saluerez peut-être un peu plus vite. J'ai inséré ça, qu'il n'est pas nécessaire de jeter tout le monde dans la fosse aux lions. C'est l'implication que je veux faire ici. L'annexe F n'a pas été testée parce que Biden l'a immédiatement annulée dès son arrivée. Mais ce sera la Cour suprême trumpifiée qui décidera en fin de compte si un président peut ou non faire cela. Les 6 conservateurs qui siègent à la Cour suprême font partie d'un mouvement juridique conservateur antérieur à Trump qui cherche depuis une génération ou plus à centraliser un pouvoir accru sur le gouvernement au sein même de la Maison-Blanche. Et l'un des éléments essentiels de cette centralisation est le renforcement du pouvoir du président de révoquer des personnes qui ne font pas exactement ce qu'ils veulent qu'elles fassent. J'aimerais donc suggérer que nous pouvons voir comment le programme F s'intégrerait dans le récit de Daniel 6. Donc je n'ai plus beaucoup de temps, je ne veux pas que ce soit donc trop long. Donc je suggère que la loi du dimanche pourrait commencer en juillet de cette année, qui est uniquement dans quelques semaines. Et je me souviens que l'ancien parminder avait dit que nous pourrions passer par la loi du dimanche et la voir après. Donc c'est quelque chose qui pourrait ressembler à un trou dans le calendrier, mais qui aurait un effet significatif. Donc voilà mes pensées sur la loi du dimanche. Je ne prendrai pas le temps de faire la révision à cause de temps, mais je vais vous laisser quelques petites pistes de réflexion parce qu'il y a des problèmes évidents. Je vais donc faire part de ce que je pense être des problèmes. Nous notons donc 2021 comme Beneventum, Panium, 275 avant Jésus-Christ. 2022, l'augmentation de nos connaissances jusqu'en 273 avant Jésus-Christ. Dobbs versus Jackson's Women's Health Organization. L'annulation de Roe versus Wade. Et je viens de passer directement à la loi du dimanche. Et j'ai dit que moins 272 avant Jésus-Christ, c'est 2024. Et juillet 2024. D'une part, je n'ai pas choisi de jour particulier parce que je me demande si cela a vraiment de l'importance. Je me demande si c'est vraiment important. Je me demande si nous allons entrer dans une période où nous n'aurons pas forcément des jours particuliers pour marquer des événements internes et externes qui pourraient marquer ces tournants importants. Mais néanmoins, ce pourrait être un jour important, mais entre le 15 et le 18. Ce qui manque là, c'est une formalisation. J'ai donc quelques idées à ce sujet également. Et je serais intéressée par vos réflexions. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons déjà parcouru et que peut-être on a manqué? Donc ça, c'est une réflexion sur laquelle je vous laisse. L'autre idée, l'autre pensée, c'est Quintus Fabius Maximus Gurge. Jusqu'à présent, ce mouvement a mis l'accent sur Maximus Gurgius, l'inondation maximale, et je dirais que c'est la bonne chose à faire. Notre peur, c'est l'inondation. Ce n'est pas la victoire. Si c'est juillet, je pense que c'est important pour nous de le savoir, mais c'est l'inondation. Que ce soit lorsque nous avons regardé l'histoire de
l'histoire du désert, 538, jusqu'à sa fin en 1798. Nous voyons 2 inondations représentées là. Nous les réunissons pour donner une compréhension du déluge que nous connaîtrons. C'est le déluge qui va renverser le peuple de Dieu. Donc l'accent a été mis sur le déluge, et ce pour une très bonne raison. Donc il est temps de comprendre et d'utiliser notre méthodologie pour ne pas être emporté par l'abondance d'informations et d'enseignements qui pourraient nous parvenir. Il y a des inondations externes et il y aura des inondations internes. Je vous laisse donc avec cette pensée et avec ce qui semble être environ 3 heures à passer au crible. Je vous souhaite donc tous bonne chance et que Dieu vous bénisse. Terminons par la prière. Notre Dieu d'amour qui est au ciel, nous te remercions et nous te louons pour Daniel, le prophète, et Jean, le révélateur. Pour toutes les personnes qui nous ont précédés dans le passé, dans l'histoire récente et précédente, et pour celles qui, dans notre mouvement, nous ont donné de si grandes vérités qui peuvent nous guider. Aide-nous à comprendre ces vérités et à les appliquer correctement. Je prie pour ce mouvement, je prie pour les ministères que nous représentons, nous prions pour nos familles et nos proches, et nous nous remettons entre tes mains, au nom de Jésus. Amen.